Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans La Poudrière Voice, une série de podcasts présentés par le bureau du directeur des poursuites publiques. Razia et Meenakshi accueillent aujourd'hui le directeur des poursuites publiques, M. Satyajit Boulel. Nous avons, dans notre édition précédente, parlé des différents chapitres de la Constitution ayant trait à la protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Dans notre édition présente, nous abordons le chapitre 1er, l'État et la Constitution. Il est intéressant de noter qu'une formulation du concept d'État, de droit, se trouve chez Aristote. Dans la politique, on lit « Le gouvernement de la loi est plus souhaitable que celui des citoyens ». Meenakshi, à toi. DPP, nous entendons souvent parler que nos constitutions sont basées sur un modèle de Westminster. C'est quoi un Westminster Model Constitution? Oui, merci pour la question, Meenakshi. C'est vrai qu'il souvent nous dit que c'est la constitution westminstérienne. En fait, ça terme Westminster Model Constitution, qui est servi par l'expert constitutionnel De Smith dans son livre The New Commonwealth and its Constitutions. Bon, bien, il fallait bon nous faire dire que De Smith était consultant à l'époque pour rédiger la constitution mauricienne. Et nous connaissons souvent l'INFER, beaucoup l'article, il donne beaucoup d'opinions sur sa constitution-là. Donc, le terme Westminster Model, c'est aussi qui servi pour faire référence à une constitution qui est rédigée par une ancienne colonie britannique. Bien sûr, après consultation avec un dirigeant local. Et dans une certaine mesure, disons dire que le Westminster Model Constitution assure une continuité du système qui est déjà en place, c'est-à-dire dans la période pré-indépendance. Moi, personnellement, mon opinion, c'est pas une grande devinette, mais le mot Westminster, c'est parce que c'est le quartier de Londres, d'ailleurs, côté dans le House of Commons, mais le bureau du Parliamentary Council, Draftman, se trouve à Whitehall, dans le quartier de Westminster. Et moi, pensée, c'est un petit peu dans ce contexte-là qui le terme est servi par De Smith. Mais moi, je veux dire que par la suite, le terme est servi dans plusieurs jugements de Privy Council, et il vient, un générique pour décrire ce type de constitution qui nous est là dans tout ce pays, une ancienne colonie britannique. Et d'ailleurs, dans un jugement du Privy Council, il vient dire, il donne dans des trois mots simples, si vous permettez-moi, faire sa quotation-là, que le Westminster Constitution contains several separate chapters dealing with the legislature, the executive, and the judicature, and fundamental rights and freedoms. Déjà, on trouve le sature de nos constitutions, les trois branches du gouvernement, et puis un chapitre qui est dédicacé aux droits des individus, aux droits fondamentaux. Et puis, dans le juge, dire que they entrench the principle of separation of powers. Donc, ces trois branches-là, au cœur même de la Constitution, nous avons la séparation de pouvoir. Parce qu'il est important que chacun fasse ce travail en fonction d'après ce paramètre et qui peut, poaching, peut trespass le sac branche du gouvernement. Et aussi, donc, l'idée de entrench the principle of separation of powers and confer on the judiciary, et c'est ça l'importance
de l'impartialité et de l'indépendance du judiciaire, those powers which are essential to the administration of justice and the maintenance of the rule of law. Donc, assurer que le jugement du judiciaire est respecté. C'est pourquoi nous disons très souvent que la constitution westminstérienne, c'est une constitution dans laquelle c'est un état de droit et qu'il y a une séparation du pouvoir. Et dans ce modèle de Westminster, comment on peut dire, est-ce qu'il est capable d'avoir un amendement de la Constitution? Oui. Nous avons dit une autre caractéristique de sa constitution westminstérienne là, et d'ailleurs, on peut trouver ça dans nos constitutions même, c'est que c'est la loi suprême. La constitution, c'est la loi suprême. Une written constitution and the constitutional provisions are supreme. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'amender une provision de la constitution sans qu'il gagne une majorité 3/4 ou bien 2/3. Ça aussi, c'est une caractéristique dans la constitution. Et c'est l'autre affaire qui nous dit que si c'est la loi votée par le Parlement, quand on dit la suprématie de la Constitution, quand la loi votée par le Parlement, il y a l'encontre de ma provision dans la Constitution, ça, la loi-là, est pour nullifiée par la Cour. Et d'ailleurs, la Constitution est une section qui met ça bien d'une façon très spécifique, qui aucune la loi qui est votée par le Parlement qui a l'encontre de la Constitution, pas pour invalider par la Cour. DPP, où il mentionne la suprématie de nos constitutions, ou dire que la Constitution est suprême. Ou tu es capable d'expliquer-nous l'envergure de sa suprématie de la Constitution? Peut-être nous allons là nous faire le premier pas vers la section 1 de nos constitutions. La section 1, c'est une section très importante parce que il vient dire que Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius. Tout d'abord, nous allons dire que sa section 1 là, il y a un statut super spécial. On dit ça super spécial en anglais, on dit ça super entrenched provision of the Constitution. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'amender sa section 1, sauf si vous faites un référendum et vous gagnez 3/4 de l'électorat d'accord avec cet amendement-là. Et dans le Parlement, vous gagnez l'unanimité dans le Parlement. En d'autres mots, il est presque impossible pour tous à sa section-là. Parce que ça même, comment nous dire, moi je disais avant, c'est l'ADN de la nation. Les souveraine et démocratique. Deuxième observation qui vient faire que sa section N là, il n'y a pas une préambule, il n'y a pas une section introductoire comme nous pouvons penser juste après dans les années 70. C'est d'ailleurs une section de substance qui est là, la force de loi. Et c'est il y a une conséquence capitale dans le reste de la Constitution. Parce que toutes les autres provisions de la Constitution restent en harmonie avec la section N. Et troisième observation qu'il y a à faire, c'est qu'il y a important comme on dit, il y a une provision de substance parce qu'il donne toute la signification et l'importance à sa mot de souverain et démocratique. Donc, il est important de comprendre ça démo-là. Souverain, qui fait nous dire nous souverains et qui fait nous dire nous démocratiques. Qui ça veut dire sa démocratie dans le contexte de nos constitutions? Tout d'abord, souverain, c'est
c'est nous capables d'être li dans cette définition dictionnaire même qui nous est un État indépendant et qui nous-mêmes nous pas dépend de nos personnes, nous-mêmes nous sommes nos destins. Et c'est l'État à travers ce gouvernement, un gouvernement élu par le peuple qui est l'autorité suprême. Et la mission de l'État, c'est qu'il est bien assuré, c'est le bien-être de ce peuple. C'est ça la relationnelle entre le gouvernement et le gouverné. C'est ça le devoir et c'est ça le contexte d'être du souverain. Parce que pas oublier quand nous servons le mot souverain aussi, nous peut cause, surtout dans le contexte de nos constitutions qui sont aussi, nous peut dire Westminster, nous peut dire c'est le pouvoir monarchique qui finit transiter final vers le Parlement. C'est pourquoi nous souverains, c'est le gouvernement qui est souverain. Deuxième, qu'il faut les bons, nous cause le mot démocratie, parce que le terme souverain est costé avec le mot démocratie. Et comme on dit que le gouvernement est l'autorité suprême, ça veut dire qu'il est capable de faire ce qu'il a envie, il est capable d'être un tyran, il est capable de prendre des décisions arbitraires. C'est pourquoi le mot souverain est costé avec le mot démocratie. Mais DPP, ce qui nous comprend là, c'est que le mot démocratie, c'est un mot fort. Et à Maurice, comment ce mot démocratie est opéré par rapport à fonctionnement du pays? La démocratie est capable d'être interprétée par plusieurs personnes dans plusieurs façons. Mais nous, le terme démocratie nous vient dire que c'est un terme qui nous vient guetter dans le contexte constitutionnel de l'île Maurice. Et la démocratie, déjà, il amène une notion un équilibre dans l'exercice du pouvoir. Côté là, suffisamment chien de garde pour qu'il n'y ait pas un abus du pouvoir ou bien une tentative arbitraire. C'est pourquoi il y a sa séparation de pouvoir. Dans les années 70, on vient dire que nous, la Cour suprême, dans une trilogie des affaires devant la Cour suprême, moi en tête l'affaire Valette-Ramgoulam, l'affaire Béranger contre le gouverneur général et l'affaire Lincoln. Et dans sa bande cas-là, et beaucoup de débats sur la notion de démocratie de l'île Maurice dans la Constitution. Parce que beaucoup de cas-là accentuent un petit peu le fait que à travers les procédures constitutionnelles, nous y renvoyons à l'échéance électorale. Et dans l'affaire Lincoln, le juge Ramphal fait une observation qui reste peut-être un petit peu le baromètre pour nous à l'île Maurice, la question de démocratie. Parce que les Indiens, ça fait très très simple. Les Indiens, la démocratie, ils trouvent dans la Constitution même. C'est dans sa provision de Constitution qui est la réponse qui sa démocratie là veut dire. En d'autres mots, la séparation de pouvoir entre la législature, l'exécutif et le judiciaire. Et dans un pouvoir qui est investi dans chaque organe de l'État pour qu'ils fassent ce travail et en même temps respecter le fait qu'il n'y a aucune usurpation du pouvoir qui est investi dans chaque organe de l'État. Donc, par exemple, le judiciaire est là pour faire respecter le droit. Le judiciaire doit être indépendant, le judiciaire doit être impartial. Nous avons aussi dans le contexte constitutionnel, nous avons certaines institutions qui nous créent, qui sont indépendantes de l'exécution, qui nous font partie de l'exécutif, mais nous avons l'indépendance de ça, l'exécutif là. Par exemple, le bureau du commissaire électoral.
le bureau du DPP, le bureau de l'ombudsperson, tout ça van institution-là, là, comment man chien des gardes pour qui je travaille dans l'indépendance et qui précisément est un équilibre dans la relationnelle de tout ça man organe qui servit l'État et qui précisément assurer qu'il n'y a aucun abus de pouvoir. Dans le compte final, c'est bien à la Cour qui peut juger sur la base constitutionnelle. C'est un petit peu dans sa logique-là que le juge Ramphal a défini la notion démocratique et pourquoi sa définition et interprétation qu'il y donnait là, aujourd'hui, faire consensus parmi les légistes. DPP, section 2 de la Constitution, les dit que this Constitution is the supreme law of Mauritius. And if any other law is inconsistent with this Constitution, that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void. Quel effet section 2 est dans l'ONU démocratie? Section 2 nous indique les complémentaires avec section 1. Moi, toujours dire que c'est comme si deux membres collaient ça. Un pas capable d'exister sans l'autre. Parce que c'est section 2 même qui vient assurer que tout ce qui est à l'encontre de la Constitution, à l'encontre de section 1, c'est ça, section-là, qui vient dire que je peux invalider. Donc, peut-être il est important de comprendre dans ce contexte-là qui va nous outils la Cour suprême là pour assurer que la loi qui à l'encontre de ma provision constitutionnelle, ça la loi-là, je peux invalider. Nous voulons dire que la réponse est très simple parce que c'est le rôle de la Cour suprême d'interpréter et appliquer la loi qui est votée par le Parlement. Et c'est dans sa rôle d'interprétation-là que la Cour suprême pour déterminer si la loi peut violer la Constitution. Donc, l'exercice est comme ça. Les besoins interprètent tout d'abord la loi en question là. Deuxième, ils peuvent interpréter la Constitution. Ils peuvent guetter dans l'exercice là, dans ce processus là, quand il y a une collision et qui, si vraiment, viole la Constitution. Et pour qu'ils soient capables d'interpréter ça, tout d'abord, il y a une observation qu'ils viennent faire. Tout d'abord, à nous dire que la Cour suprême, dans la Constitution, c'est prévu qu'il y ait une juridiction illimitée. Et il y en a aussi, deuxième, un devoir, quand il interprète, il y a une section qui permet de faire ça, interprète la loi qui est votée au Parlement, il peut dire qui est sujet à un challenge devant la Cour suprême, il peut dire tout d'abord que la loi-là a une présomption de constitutionnalité. Il n'a pas, comment dire, en collision avec la loi qui est votée par un élu du peuple, tout simplement, l'eau a une base d'interprétation, c'est qu'il peut faire, il peut guetter, si pas, il est capable, sauve la loi là. Il peut guetter, si pas, il est capable, lire et dire qu'il besoin lire la loi là avec certaines modifications ou adaptations ou bien une qualification nécessaire pour que la loi là reste compatible avec la Constitution. Donc, il y a une approche qui est très développée, il est capable d'interpréter dans le jargon légal, nous disons qu'il a donné un purposive meaning, il pourrait de l'intention du législateur, il est capable de servir sa technique d'interprétation pour guetter si pas la loi là vraiment capable s'applique ou bien il y a trop loin dans l'étendue et qu'il y a à l'encontre, il viole la Constitution. Deuxième affaire, la Cour suprême interprète, comment on dit, il interprète une section de la Constitution.
Dans l'affaire de Matadine, pointu devant la cour, devant le conseil privé, c'est intéressant qu'Hilary Hoffman vienne dire que la Constitution, ce n'est pas un document commercial. Dans la Constitution, il y a une valeur politique et morale qui besoin prend en considération, qui besoin prend en considération parce que c'était sa valeur là qui t'a aidé pour rédiger la Constitution. Et tout ça là, c'est une considération quand on interprète la Constitution. Et c'est vrai que la Constitution protège un droit, la Cour est aussi généreux dans son interprétation. Il besoin à faire de façon que ce droit-là lui assurer qu'il, dans toute son étendue, il protège sa individu qui est concerné et que ça bonne provision-là. Deuxième, nous besoin aussi dire tout le temps que la Constitution est évolutive. Nous besoin aussi l'influence de, par exemple, nos constitutions, chapitre 2, qui inspiré beaucoup de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous besoin un jugement qui est capable, influence nous, qui est capable, aide nous à mieux comprendre l'évolution de ces droits fondamentaux là. Et souvent nous dire que nous ne sommes pas capables de faire nous, ne sommes pas capables d'isoler nous, nous devons gagner l'influence de plusieurs juridictions avancées pour qu'ils nous capables d'évoluer avec nos appréciations de droits des individus. Après aussi, nous devons guetter qui comment nous dire, la Constitution, il y a une affaire qui souvent nous dit c'est un living instrument. Par exemple, à une certaine époque, nous pouvons dire la pendaison, c'était un norme acceptable. C'était un norme quand tu peux pendre du monde. C'était naturel qu'il y ait un monde qui fait un crime, il est capable, le crime le plus sérieux, un murder. Il est normal qu'il a pu donner sentence, il a donné une sentence pour la pendaison. Zodi, la pendaison et the death penalty, il constituait un droit inhumain et dégradant. Et donc, il y a l'encontre de la Constitution. Donc, c'est pourquoi nous dire que la Constitution est évolutive. Il est bien vivre avec des normes qui peut développer, des valeurs qui peut développer dans la société. Donc, c'est ça, des outils d'interprétation-là qui permettent à la Cour suprême de dire s'il y a une violation et applique la section 2 de nos constitutions qui me dit des complémentaires à la section 1 qui restaure, qui sauvegarde la notion souveraine et démocratique. DPP, en parlant des interprétations de la Cour suprême, me réfère-moi à l'affaire de Valette contre Angoula. C'est une affaire de 1973 où la Cour suprême lui dit, je cite, Unlike the courts in England, this court is, by virtue of a written constitution, which is the supreme law of the land, endowed with original jurisdiction, not only to interpret, but also to enforce obedience to its provisions, and for so doing is provided with a wide range of remedies from which to choose. Est-ce qu'aujourd'hui, DPP est capable de référer nous à d'autres cas concrets de la Cour où la section 1 de la Constitution ou la section 2 de la Constitution est interprétée? Moi, et ce qui est capable mentionner, Minakshi d'ailleurs, il y a deux cas qui viennent tout de suite à la tête. Et c'est, dire que nous n'avons pas beaucoup des plus meilleurs cas pour venir illustrer la notion et l'importance
de la séparation de pouvoir. Parce que, comme on me dit, il y a un moment de cela que la Cour suprême est important pour faire respecter ce bonne décision. Et il est important, c'est ça qui fait nous dire qu'il y a un état de droit. Si demain la Cour suprême donne une décision, après le gouvernement, à travers une majorité dans le Parlement, il vote la loi, il dit ça, jugement-là, pas besoin de prendre en compte. Si chaque fois arrive ça, comment dire, nous compromettent, pas dire c'est l'indépendance, mais l'autorité de la Cour, nous la Cour suprême, nous la Cour de justice. Nous allons vers une société chaotique, anarchique, que nous pas prenons le respect de l'état de droit. C'est un petit peu ça qui est arrivé dans le cas de Maboub. Quand il y a un litige entre un citoyen mauricien avec un étranger, l'eau une portion de terrain. Et dans ce cas-là, la Cour décidait que le terrain appartient aux citoyens mauriciens. Tout de suite après, le Parlement passe la loi spécifique en relation avec ce jugement-là pour dire que non, c'est l'étranger qui est là, titre là. Comment dire, l'autorité de la Cour finit diluée complètement. Et nous, la Cour suprême, réagir. Je pas les traduire ça, je les dire ça exactement dans les mots du juge Roy à l'époque. They dire que it was a fundamental rule of the Constitution that there should be a separation of powers between the executive, the legislature, and the judiciary. Après, ils viennent dire que Parliament had no more right to pronounce judgments than the court had a right to make laws. Chacun sa responsabilité. Le Parlement vote la loi, la Cour est là pour interpréter, pour faire appliquer la loi, faire respecter la loi. The action taken by Parliament devoid of any general import and interfering in a private dispute between two parties was not a law, but the usurpation of judicial powers and therefore null and void. La section 2 de la Constitution. The citizen remained the legal owner of the land. Parliament was fair-minded enough to respect that judgment. Tout de suite après, la Cour fin nullifier, invalide ça la loi-là, et le Parlement gagne le message, il respecter la décision de la Cour, et c'est comme ça que les choses se passent en démocratie. Un deuxième jugement, moi, besoin de dire, qui vraiment ajoute un gros plus encore dans l'environnement constitutionnel, c'est le fameux jugement Koirati qui tient devant le Privy Council. Et c'était un jugement que le Parlement, cette fois-là, il trouve une astuce légale qui pouvait dire que dans le cas du terrorisme et dans le cas de la drogue, l'offense liée à la drogue, dit pas pour gagner caution, pas pour gagner droit à la liberté avant pre-trial, nous peut causer jusqu'à la fin du procès. Donc, c'était par la suite fini un challenge devant la Cour suprême et devant le conseil privé. Et c'était clair qu'encore une fois, le conseil privé et que la Cour suprême aussi vient décréter, dire que la décision pour donner l'ordre du monde, la caution, la décision pour décider de la liberté du monde, c'est un droit qui appartient au judiciaire, à la Cour de justice, pas au Parlement. Mais quand, et par la suite, alors, le législateur qui l'a fait, il finalement, la Constitution, il dit, c'est une fois-là, pas pour dire qu'il est anticonstitutionnel. Mais c'est ça le côté qu'il faut intéressant parce que le Privy Council vient dire que
ça amendement constitutionnel qu'ils ont mené pour dans la section 5 de la Constitution, à l'encontre de la section 1 de la Constitution, à l'encontre de la notion de la démocratie qui dans ce définition il garantit la séparation de pouvoir. Donc, ça amende les faits qui tirent ça au pouvoir judiciaire, là, donne ça à l'exécutif, à l'encontre de séparation des biens, des pouvoirs, et lié à l'encontre de la section 1 de la Constitution. C'est un petit peu l'essence même. C'est pourquoi la section 1 de la Constitution reste une section capitale pour la Constitution de nos pays. DPP, de la part de Razia et de moi-même, ce fut un plaisir. Merci. Merci à vous-même, Minakshi, et merci à Razia. Et surtout, merci pour votre patience.